Donc, je suis Katia Loboisio, responsable des études, donc à l'INSEE Occitanie. Je suis ravie déjà de vous accueillir et de vous voir nombreux, hein. Donc, la conférence d'aujourd'hui, elle est issue, en fait, elle fait partie d'un cycle que j'ai le plaisir de démarrer aujourd'hui, un cycle de conférences que l'INSEE va donner. C'est un partenariat qu'on a renouvelé avec le ministère de l'Éducation nationale. Nos principaux points d'entrée, pour le moment, étant donc vos deux inspectrices pédagogiques régionales préférées en sciences économiques et sociales, donc Madame Lagone qui va se connecter un petit peu plus tard là aujourd'hui, et Madame Bruet qui, je crois, j'ai vu en ligne à un moment donné. Voilà. Donc en tout cas, merci à elles deux pour avoir initié ce partenariat. Et donc l'objectif étant de vous être utile en fait, de vous être utile pour vous aider soit à objectiver certaines situations donc en France sur des grands phénomènes économiques et sociaux en lien avec les programmes pédagogiques, soit de vous mettre à disposition des ressources utiles, réutilisables dans vos classes. Donc, on a essayé en tout cas de déterminer ce programme de conférence vraiment en fonction des programmes scolaires. Donc aujourd'hui, la conférence, comme vous êtes inscrit, elle a lieu sur la thématique de l'égalité ou des inégalités entre les femmes et les hommes, et notamment dès les jeunes âges au niveau des choix d'orientation. L'idée, c'est d'objectiver la situation en France et les évolutions récentes. Voilà, donc la présentation, là aujourd'hui, on a à peu près 1 heure. Elle va se dérouler sur une grosse demi-heure, un peu plus d'une demi-heure de présentation, pendant laquelle on va laisser donc la présentation se dérouler. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, hein, sans problème. Et ensuite, il y aura un vrai temps d'échange avec les questions que vous vous posez, avec des demandes d'éclaircissement, etc. On fera un plaisir d'y répondre. Voilà, donc il y aura une petite actu à la fin. Voilà, donc je vais laisser la parole très rapidement donc à Bérénice Coste, que j'ai le plaisir de vous présenter, qui est chef de projet dans les études à l'INSEE Occitanie et qui est un petit peu notre spécialiste du sujet sur l'égalité homme-femme. Bérénice, je te laisse la main. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'égalité entre les femmes et les hommes. En 2023, il y a eu un plan interministériel de 2023-2027 qui avait pour objectif donc de regarder l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce plan, donc, il comprend 4 axes: la lutte contre les violences faites aux femmes, la santé des femmes, l'égalité professionnelle et économique et la culture de l'égalité. Ce plan-là, donc les résultats que je vais vous donner, ce sont des résultats nationaux et il faut savoir que suite à ce plan interministériel, l'INSEE a décidé de diffuser des chiffres au niveau régional et même au niveau départemental. Donc tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pourrez trouver sur le site insee.fr, hein. Donc je fais un petit peu de pub sur notre site pour retrouver donc des résultats à la fois nationaux, régionaux ou même départementaux. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 grands aspects des inégalités entre les femmes et les hommes. Donc tout d'abord, on va commencer sur des inégalités qui se creusent, enfin qui existent dès le cursus scolaire et la vie étudiante. Ensuite, on verra quel est l'impact de ces inégalités sur la vie professionnelle. Et enfin, on s'intéressera donc à la vie quotidienne entre les femmes et les hommes dans un dernier temps. Donc, si je commence sur le cursus scolaire, donc tout d'abord, ce qu'on voit, c'est qu'on a plus de femmes, enfin de filles, excusez-moi, en lycée général par rapport au lycée technologique ou professionnel. Les effectifs sont de 55,3% de femmes, de filles dans les lycées généraux, contre 50% dans les lycées technologiques et 43,4% dans les lycées professionnels. Dès le lycée, les choix d'orientation éloignent les filles des filières scientifiques et techniques. Donc là, on va regarder des données qui appartiennent au service statistique du ministère de l'Éducation nationale, qui met à disposition ces données qu'on étudie à l'INSEE pour regarder la part de filles dans chaque choix d'option enfin spécialité en terminale générale. Donc, ce qu'on voit, en tout cas en terminale générale, c'est que on a moins de filles dans les filières scientifiques, notamment en mathématiques. Elles ne sont que 41,8%. Euh, autre chiffre qu'on peut citer, c'est par exemple en physique-chimie, où elles ne sont que 46,6%.
C'est aussi le cas donc, dans les filières et dans les séries de terminales technologiques, puisque donc là, on regarde les principales séries, hein, il en existe plus, mais on voit que les femmes sont largement enfin, les filles sont largement sous-représentées dans la série STEAD 2D, qui signifie, euh, si je ne dis pas de bêtises, science et technologie. Donc voilà, tout ce qui va être un petit peu scientifique, on a moins de femmes qui sont représentées, et par contre, plus de femmes donc dans STMG, ST2S. Donc STMG, on est sur euh, management, ST2S, donc tout ce qui va être métier de la santé. Ces choix qui éloignent les filles des filières scientifiques n'ont que très peu évolué depuis la réforme du baccalauréat, puisque donc on remonte jusqu'aux données de 2020, et donc vous voyez que la part de filles par spécialité est assez stable dans les matières scientifiques, notamment en mathématiques, hein, où on oscille entre 40 et 42%, ou je reprends le même exemple de la physique-chimie, où on est toujours à moins de 50%. Alors juste, je reviens un petit peu, c'est aussi le cas, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est aussi le cas dans les filières professionnelles. On a le même constat, donc des filières qui sont très genrées, avec des filles qui vont plus s'orienter vers la coiffure, l'habillement, le sanitaire et le social, à l'inverse des garçons qui, eux, vont plus s'orienter donc vers des filières donc énergie, génie climatique, électricité ou encore mécanique. Si on s'intéresse cette fois-ci donc à l'enseignement supérieur, donc ce qu'on voit, c'est qu'à l'exception de la médecine, les filles s'orientent moins vers les filières d'enseignement supérieur scientifique ou les filières sélectives. Donc là, on a classé donc les principales euh, formation d'enseignement supérieur, donc en 2023-2024, on regarde la part des femmes. Donc dans l'enseignement supérieur, on a 55,9% de femmes, et on regarde dans quelle formation on a plus de femmes que la moyenne. Donc on a plus de femmes dans tout ce qui va être euh, filière donc, liée aux langues, donc lettres, sciences humaines, euh, dans les formations paramédicales et sociales, hein, en priorité, puisque la part de femmes dépasse 80%. Mais aussi, on voit qu'on a une part de femmes supérieure à la moyenne dans les universités médecine, odontologie et pharmacie, et aussi dans les universités de droit, économie et AES. En revanche, donc comme je le disais dans le titre, on a beaucoup moins de femmes que la moyenne dans les formations d'ingénieurs. Dans les formations liées aux sciences, donc c'est la deuxième barre, hein, université, sciences et tout ce qui va être lié au sport. Et enfin, moins de femmes aussi dans les classes préparatoires aux grandes écoles. On a seulement 40% de femmes dans les CPGE, donc les classes préparatoires aux grandes écoles, contre 55,9% en moyenne. Alors, la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que ces choix de filière sont liés euh, aux compétences, hein, des garçons et des filles? Et donc, ce qu'on voit dans les données, alors, c'est que ces choix d'orientation et de spécialité des filles et des garçons ne s'expliquent pas nécessairement bien par les performances. Pour mesurer donc les performances, en tout cas en mathématiques par exemple, des garçons et des filles, il existe plusieurs enquêtes au niveau national. Donc on a l'enquête des évaluations nationales exhaustives. Donc là, d'où ce graphique que vous voyez ici est tiré. Et donc ce qu'on voit dans les enquêtes nationales, c'est qu'effectivement, il semblerait qu'à partir de la mi-CP, les performances des filles en mathématiques soient moins importantes que celles des garçons. Si on creuse un petit peu, c'est que effectivement, les garçons réussissent mieux dans les épreuves faisant appel à la vitesse. À l'inverse, les filles ont de meilleures notes dans les exercices liés à la géométrie et au calcul posé. Cependant, il faut un petit peu euh, atténuer ce message, hein, parce que en fonction de l'enquête qu'on utilise, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Ici, quand on regarde avec les enquêtes PISA, donc PISA, c'est le Programme international pour le suivi des acquis des élèves, donc c'est une enquête euh,
qui est menée par l'Organisation de coopération et de développement économique, donc l'OCDE, qui vise donc à mesurer les performances des différents systèmes éducatifs dans chaque pays. Et donc, quand on regarde les résultats avec l'enquête PISA, enfin, les résultats sont atténués. C'est la diapositive juste après. Effectivement, donc là, vous voyez que c'est un graphique qui classe les pays par rapport à la différence de score moyen entre garçons et filles en culture scientifique, donc pour chacun des pays, hein, sur l'année 2022. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la France se trouve ici, sur cette barre-là. Et donc, en France, les garçons ont un score moyen inférieur de 1,4 points à celui des filles en culture scientifique. Cependant, comme la barre est rayée, on n'a pas de, de différence significative entre les garçons et les filles. Et donc, voilà, on ne peut pas vraiment se prononcer, au vu donc, de l'enquête PISA, hein, sur une différence de compétences entre les garçons et les filles en culture scientifique. Ce qu'on voit aussi donc dans l'enquête PISA, c'est que les filles obtiennent un meilleur score que celui des garçons en compréhension de l'écrit. Donc le résultat étant négatif, étant donné qu'on compare les garçons aux filles, donc on voit, hein, donc la France se trouve ici, qu'on a donc des filles qui ont une meilleure compréhension de l'écrit que les garçons. Donc, on a vu donc, que ces différences de choix d'orientation n'étaient pas forcément liées aux compétences, aux performances en culture scientifique entre les filles et les garçons. Et donc, une autre piste sur laquelle on étudie, ce serait que les filles sont moins confiantes par rapport aux garçons par rapport à la réussite scolaire, et notamment en mathématiques. Donc ici, on a les données toujours euh, de l'éducation nationale. Et donc, donc vous avez à chaque fois, pardon, j'ai pas dit au début, mais à chaque fois que je cite une publication, vous avez le lien qui apparaît. Donc, quand vous aurez le diaporama a posteriori, n'hésitez pas, hein, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, à aller cliquer et à aller voir d'où sortent les résultats que je vous mentionne. Donc ici, donc, c'est une étude de la DEP, donc le service statistique du ministère de l'Éducation nationale, et donc qui titre sur le fait que les filles sont moins confiantes que les garçons concernant l'année à venir et sur leurs performances, notamment en mathématiques. Donc ici, dans ce graphique, on compare, enfin, on pose la question, hein, aux garçons et aux filles. Donc si je m'intéresse par exemple à la sixième, et donc aux mathématiques, donc deuxième, ici, là, deuxième ligne. Euh, on compare donc les filles aux garçons. Et donc, vous voyez que, par exemple, si on s'intéresse aux filles avec la maîtrise la plus élevée, seulement 83,9% des filles ont le sentiment d'avoir réussi le test en mathématiques alors qu'elles font partie des élèves avec la maîtrise la plus élevée, alors que ce chiffre, pour les garçons, il est de 92,2% de garçons donc, qui ont une maîtrise élevée des mathématiques et qui pensent avoir réussi. Donc on a 10 points, par exemple, en sixième de pourcentage d'écart euh, suite à la réussite, enfin au sentiment de réussite entre les filles et les garçons. Pourtant, les filles ont l'air de mieux réussir à l'école que les garçons. Donc tout d'abord, elles sont plus souvent bachelières que les garçons. Donc quelle que soit la filière de baccalauréat choisie, donc à savoir générale, technologique ou professionnelle, le taux de réussite des filles est supérieur au taux de réussite des garçons. Donc vous avez les filles en vert et les garçons en bleu. Les filles sont plus diplômées, même pour la génération. Donc là, c'est quand on se restreint donc aux femmes donc, de 25 à 34 ans. Donc vous voyez que sur ce graphique, à gauche, on a la répartition du diplôme le plus élevé des femmes. Et à droite, on a la répartition du diplôme le plus élevé des hommes. On voit qu'on a beaucoup plus de femmes, donc plus de 30% de femmes qui ont un bac plus 3 ou plus, contre 26% pour les garçons. C'est aussi le cas du bac plus 2, donc on a plus de femmes qui ont un niveau de diplôme bac plus 2 que les garçons.
Et ensuite, par contre, on a plus d'hommes qui vont être moins diplômés ou avec un niveau de diplôme équivalent au CAP, BEP. Si j'essaie de résumer donc en 3 points la partie qu'on vient de voir sur le cursus scolaire, c'est que les femmes sont plus diplômées et réussissent mieux à l'école, mais les choix d'orientation qu'elles font dès le lycée les éloignent des filières scientifiques et techniques, à l'exception donc de la médecine. Ces choix d'orientation et de spécialité ne s'expliquent pas nécessairement par les performances au plus jeune âge en sciences, donc c'est ce que démontrent les enquêtes nationales ainsi que l'enquête PISA, mais seraient peut-être plus liées à un problème, enfin en tout cas pas forcément un problème, mais une différence de confiance en soi. Alors ces choix et oui, ces choix d'orientation, ils ont un impact sur la période d'activité et notamment les inégalités que cela crée dans la vie professionnelle. On a déjà, donc tout d'abord, l'absence de diplôme, hein. Donc on a vu qu'on avait moins de femmes qui n'avaient pas de diplôme, ou au plus le niveau brevet. Mais lorsque les femmes sont non diplômées, euh, elles sont plus pénalisées par rapport à l'emploi. Donc là, on regarde le taux d'emploi des hommes et des femmes euh, qui n'ont pas de diplôme, ou au mieux le brevet des collèges. Et donc, on voit que le taux d'emploi est beaucoup plus élevé pour les hommes, quel que soit l'âge, donc les hommes en bleu, que les femmes. Les femmes sont moins souvent au chômage. Alors, pourquoi? Donc, dans un premier temps, donc c'est ce qu'on voit dans l'encadré à droite, les femmes sont moins présentes sur le marché du travail. On a un taux d'activité qui est de 60, environ, j'arrondis à 73% pour les femmes, contre 78% pour les hommes. Donc, les femmes rentrent moins sur le marché du travail. Cependant, quand elles rentrent sur le marché du travail, les femmes sont moins souvent au chômage, puisque le taux de chômage euh, des femmes est inférieur au taux de chômage des hommes. Donc là, le dernier chiffre, excusez-moi. Donc on a un taux de chômage annuel moyen des femmes en 2024 qui est de 7,2 contre 7,5% pour les hommes. Donc ça ne se joue pas à grand-chose, hein. La principale inégalité qu'on voit sur le marché du travail entre les femmes et les hommes, ça va être une inégalité salariale. Donc on a un salaire moyen des femmes qui est inférieur à celui des hommes. Ici, donc, on a les chiffres, les derniers dont on a pour l'instant, ce sont les chiffres 2023. Et donc, avec ces données 2023, on mesure les inégalités de salaire. On regarde dans un premier temps, tout à gauche, donc en vert, toujours les femmes et en bleu, les hommes, les inégalités de revenus salariales. Donc, les revenus salariales, c'est la somme de tous les revenus qu'on perçoit sur une année. Donc, cette différence, elle est de 22% entre les hommes et les femmes. Si, donc on sait que les femmes, et donc on le reverra après, les femmes ont un temps de travail inférieur à celui des hommes. Et donc si on rapporte le revenu en équivalent temps plein, donc c'est en EQTP, ce qu'on appelle ici, là, on a une différence entre les hommes et les femmes qui n'est plus que de 14,2%. Donc qu'est-ce qui explique cette différence de 8 points de pourcentage en passant de 22,2% à 14,2%? C'est un volume de travail des femmes qui est inférieur. Donc il faut savoir que les femmes sont plus souvent à temps partiel et elles ont moins souvent un emploi au cours de l'année. Et enfin, donc, si on s'intéresse à un emploi comparable entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire des emplois dans le même secteur d'activité, sur un même type de poste, on a une différence salariale de 3,8%. Cette différence et cette inégalité salariale entre les femmes et les hommes, excusez-moi, elle s'est quand même réduite au cours des années. Effectivement, en 1995, l'écart de salaire à temps de travail égal a diminué. On était à 22,1% en 1995, on est passé à 14,2% en 2023. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser que donc là, on s'intéresse au champ des salariés qui travaillent principalement dans le privé. Donc, comme on a vu, une des premières explications, hein, de cette différence de revenus entre les hommes et les femmes, c'est que le fait que les femmes travaillent plus souvent à temps partiel.
Donc ici, je vous ai mis le temps de travail moyen des femmes et des hommes dans le secteur privé. Donc sur les femmes, quel que soit donc leur âge ou quel que soit leur type de profession, les femmes travaillent en moyenne à 0,66% du temps, contre 0,74% pour les hommes. Donc c'est un temps de travail moyen. En effet, donc on a plus de femmes qui sont à temps partiel. Donc on a 26,8% des femmes qui sont à temps partiel en 2024 contre seulement 8,2% des hommes. Et lorsque, donc ici, on va décomposer la quotité de travail entre les femmes ici sur cette barre et les hommes, et donc on voit que donc elles sont plus à temps partiel, et que la part de personnes qui ont moins de mi-temps est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Donc c'est la couleur vert clair ici. Bon. Donc ça, c'est ce qui permettait d'expliquer le passage de 22,2% à 14,2%. Donc c'est le temps de travail. Ensuite, lorsque les hommes et les femmes travaillent, ce qu'on voit, c'est qu'on a une répartition inégale des femmes et des hommes selon les métiers. Et donc, ce qui contribue forcément aux écarts de salaire. Donc là, pour vous citer quelques chiffres, euh, donc ici, on a dressé, excusez-moi, les professions les plus fréquentes parmi les femmes et les hommes dans le secteur privé, toujours en 2023. Donc, comment on lit ici ce tableau, c'est que la part de la profession parmi les femmes salariées. Donc ici, les femmes sont le plus souvent secrétaires. Ensuite, elles sont employées administratives qualifiées, ensuite employées de libre service, nettoyeuses et ainsi de suite. Et à l'inverse, ici, dans ce tableau, on a les professions les plus fréquemment euh, effectuées par les hommes. Donc conducteur routier et grand routier, ingénieur et cadre d'études, recherche, développement informatique et ainsi de suite. Donc, ce qu'on voit, c'est que les femmes sont particulièrement sous-représentées dans certains secteurs d'activité, bon, comme la construction et les transports. Par exemple, elles ne représentent que 3% des conducteurs routiers. Et à l'inverse, on a certaines professions qui sont très fortement féminisées, notamment, vous voyez, les secrétaires, où on a seulement moins de 5% d'hommes. La ségrégation donc, professionnelle est aussi le reflet d'inégalités hiérarchiques, notamment par type de poste, donc postes de cadre dirigeants qui sont occupés à moins d'un tiers par les femmes. J'en profite pour vous citer une étude donc, qui est sortie au niveau national qui porte sur les professionnels du social. Donc qui est sorti il y a quelques semaines. Donc dans ces professions, hein, ça représente 1,1 million de personnes au niveau national. Et ce sont par exemple les aides à domicile, les éducatrices spécialisées. On a 86% de femmes dans ces métiers du social. Et donc si on compare leurs revenus salariaux par rapport au même niveau de poste. Donc, elles sont à 14 640 euros de salaire annuel contre 17 850 pour des niveaux de poste similaires, notamment donc l'ensemble des autres employés et professions intermédiaires. Ce qui aboutit sur le fait qu'on a des inégalités d'accès au plus haut salaire par rapport et ce qui explique donc les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Donc ici, dans ce graphique, on représente la part des femmes dans chaque centile de la distribution des salaires en EQTP. Donc je pense que tout le monde est au clair sur les centiles. Donc on classe hein, les revenus. Excusez-moi, on ordonne, oui, donc les emplois hein, des femmes et des hommes. Et donc on regarde sur chaque pourcentage des salaires les plus ou moins mieux payés, quelle est la part de femmes. Donc dans les 1% des salaires les plus importants, on a moins de 20% de femmes qui appartiennent donc euh, à ce centile. Donc, si j'essaie de synthétiser un petit peu les résultats qu'on a vus, donc c'est que le salaire moyen des femmes est inférieur de 22% à celui des hommes. Tout d'abord parce que les femmes sont plus souvent à temps partiel ou qu'elles travaillent moins sur une année entière. Mais à temps de travail égal, le salaire moyen des femmes reste inférieur de 14% à celui des hommes. Pourquoi? Parce qu'elles n'occupent pas les mêmes métiers que les hommes, tout d'abord.
et souvent parce que les métiers qu'elles occupent sont moins rémunérateurs que ceux des hommes. Mais à métier équivalent, leur salaire reste encore inférieur à 4% à celui des hommes. Voilà donc pour la vie professionnelle. On va donc s'intéresser maintenant à la vie quotidienne. Alors, ce qu'on voit dans un premier temps, c'est que la parentalité accentue les inégalités. En effet, donc en France, les mères sont plus souvent à temps partiel ou au chômage que les pères. Donc le fait d'avoir un enfant impacte plus la présence sur le marché du travail des femmes que celle des hommes. Et une fois qu'elles sont sur le marché du travail, eh ben, les femmes qui ont des enfants sont plus souvent au chômage que les hommes. Donc, c'est ce qu'on voit ici donc, sur ces graphiques. Donc, on a les femmes ici, avec la part des femmes à temps complet, à temps partiel, au chômage ou inactive pour les femmes et donc pour les hommes. Et donc, là, ce qu'on voit, donc avec aucun enfant, un enfant, deux enfants, trois enfants plus, c'est que donc la part de personnes donc, de femmes à temps partiel augmente avec le nombre d'enfants alors que chez les hommes, cette part donc, de temps partiel en rose ici diminue avec le nombre d'enfants, avec un petit regain pour trois enfants en plus. Donc on a une inégalité qui se crée avec le fait d'avoir un enfant sur le statut sur le marché du travail, mais on a aussi donc une inégalité qui augmente sur l'inégalité salariale avec le nombre d'enfants. Donc ici, vous avez la différence de salaire net en EQTP donc, en 2023 du secteur privé en fonction donc, de la situation familiale. Donc les femmes en vert et les hommes en bleu toujours. Et donc vous voyez que cet écart, il augmente avec le nombre d'enfants. Le message qui est à retenir, c'est que les écarts de salaire entre les femmes et les hommes augmentent en fonction du nombre d'enfants. Une des explications, donc, c'est le fait que la capacité d'accueil des jeunes enfants n'est pas toujours suffisante, donc en fonction des départements. Le nombre de places d'accueil pour le nombre d'enfants de moins de 3 ans par département, donc là c'est ce qu'on voit sur cette carte, elle n'est pas toujours suffisante. Et notamment, donc, si je cite quelques chiffres dans notre région, on a certains départements qui font partie donc, des départements les moins bien dotés en capacité d'accueil de jeunes enfants. Euh, L'Aude et les Pyrénées-Orientales. Donc, on a 49 places dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales pour 100 enfants de moins de 3 ans. Ensuite, donc une autre différence entre les femmes et les hommes, c'est qu'on a davantage de femmes qui sont à la tête de familles monoparentales. Donc, en 2022, on a au niveau national 3 millions de familles monoparentales. Ça représente 17,2% des familles. Et dans ces familles-là, donc dans ces 3 millions de familles, 82% de ces familles sont... enfin, c'est la mère qui est en charge des enfants. Cela représente donc 22% des enfants mineurs qui vivent donc dans une famille monoparentale. La monoparentalité donc, expose davantage les femmes à la pauvreté que les hommes. Donc ici, on vous a représenté donc, le taux de pauvreté en 2021 en France en fonction du statut familial. Donc, on a l'ensemble qui est autour de 15%. J'arrondis les chiffres, évidemment. Donc, ce qu'on voit, c'est que les femmes donc, qui sont à la tête de familles monoparentales, leur taux de pauvreté est de 32% au niveau national, contre 23% pour les hommes. Vous voyez donc la différence entre les hommes seuls et les hommes à la tête de familles monoparentales. L'évolution de taux de pauvreté n'est pas très importante, alors que le taux de pauvreté d'une femme seule, qui est de moins de 20%, enfin, et de moins de 20% pour les femmes seules, passe à 32% pour les femmes monoparentales, enfin, à la tête de familles monoparentales. On a un taux donc, de pauvreté des femmes donc à la tête de familles monoparentales en 2021 qui est très importante en fonction donc, des départements et notamment dans les départements du littoral. Autre différence et donc autre inégalité entre les femmes et les hommes, c'est que les femmes effectuent encore l'essentiel des tâches ménagères. Alors ici, malheureusement, je vais vous citer une source qui est assez âgée.
C'est la dernière, donc ce sont les derniers résultats de l'enquête emploi du temps, hein, qui est une enquête de l'INSEE, qui date donc de 2011, et donc dans laquelle on voit qu'en 2011, 2010-2011, excusez-moi, on a un temps de travail domestique ou parental des femmes qui est beaucoup plus important que celui des hommes. Ces données, donc, enfin, la prochaine enquête à emploi du temps va être mise à jour et donc aura lieu en 2026. Et ce qui permettra donc de mettre à jour ces chiffres-là. Ensuite, donc, autre sujet donc, qui est un des sujets primordiaux du plan interministériel de lutte, hein, contre les inégalités entre les femmes et les hommes, ce sont donc les violences faites aux femmes. Donc, il faut savoir que les femmes resteraient les premières victimes de violences conjugales. Donc, elles sont au total en 2023. Donc là, ce sont les chiffres du service statistique enfin, oui, du service statistique du ministère de la Sécurité intérieure, excusez-moi. Donc, on a en 2024, donc les derniers chiffres disponibles, 272 400 victimes. Et parmi ces victimes, 84% sont des femmes. Voilà, et donc autre chiffre quand même qu'il faut citer, donc c'est vrai qu'on a le nombre de victimes, hein, mais donc, ce qu'on voit avec l'enquête VRS, c'est une enquête qui va mesurer l'insécurité ressentie des personnes. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 9 personnes majeures sur 1000 déclarent avoir été victimes de violences conjugales en 2022, et seule une sur 6 porte plainte auprès des services de sécurité, et donc sont donc enregistrées dans ces 272 400 victimes. Si j'essaie un petit peu de synthétiser les inégalités entre les femmes et les hommes sur le plan de la vie quotidienne, donc on voit que la parentalité augmente les inégalités entre les hommes et les femmes. Les femmes donc, sont plus souvent à la tête d'une famille monoparentale, et donc on voit que les familles monoparentales sont plus touchées par la pauvreté. En couple, donc elles réalisent plus les tâches domestiques. Et donc les femmes sont toujours plus victimes de violences conjugales, donc par leur conjoint ou ex-conjoint. On va finir par des sujets un petit peu plus légers, donc en parlant de la vie publique et des loisirs. Donc on a moins de femmes mères, quelle que soit donc, la région. Donc il faut savoir que c'est seulement 21% des mères qui sont des femmes en 2024. Donc c'est un peu plus chez les conseillers municipaux, puisque la part de femmes dans les conseillers municipaux, donc indemnisées, c'est 41% de femmes, et non indemnisées, ça va être 46% de femmes. Donc les femmes s'investissent plus, hein, dans le monde politique, mais moins souvent en tant que mères. Et on va finir un petit peu sur le sport. Donc, on a moins de femmes, hein, qui détiennent des licences sportives. Donc, seule une licence sportive sur 3 est détenue par une femme. Et donc ici, vous voyez donc, sur le graphique la part des licences féminines dans les fédérations sportives. Et donc ici, hein, en ordonnée, excusez-moi, donc la part de femmes est ici. Et donc, on classe les sports. Donc, il y a aussi par l'âge, mais ce qui nous intéresse moins ici. La part de femmes parmi les licences sportives des sports. Et donc, on voit qu'on a des sports qui sont plus grandement féminisés, comme l'équitation, la gymnastique ou la danse. À l'inverse, on a des sports qui sont, dans lesquels la part de femmes est très, très faible, hein, 10% ou moins. Le football, le rugby, le cyclisme, le tir, voilà. Donc, juste pour conclure donc, sur ça, donc on a les femmes qui s'investissent moins dans la vie qui s'investissent, excusez-moi, dans la vie publique, mais qui accèdent moins aux postes à responsabilité. Et donc, elles sont moins souvent titulaires d'une licence sportive, peut-être par faute, par question de temps. J'en ai fini du coup sur la présentation. Je vais relaisser la parole à Katia. Merci. Je vais terminer par deux petites actus avant de passer aux questions. La première, je vous ai remis ici le programme de webconférence que vous aurez pendant l'année scolaire, donc jusqu'à juin 2026. Et il y en aura, on l'espère en tout cas, les années scolaires suivantes, même si les thèmes ne sont pas encore définis.
Donc celle du mois de janvier sur l'éducation à l'information et les bons réflexes à développer pour bien interpréter un chiffre. On essaiera sur cette conférence en complément de vous faire quelques ressources pédagogiques de type exercice corrigé directement réutilisable. Donc ça, si c'est possible, on le fera. Voilà, une conférence au mois de mars qui est à cheval entre l'économie sociale et l'histoire-géographie du point de vue des programmes, qui est sur les mailles d'analyse territoriale. Donc, de choisir la bonne maille en fonction de ce que on veut montrer et de la thématique qu'on approche. Voilà. Et puis, en dernier lieu, donc au mois d'avril, c'est pas un poisson d'avril, puis la date. On fera une webconférence pour savoir trouver des données, des études, faire des cartes, etc. à partir des ressources de l'INSEE qui sont mises à disposition sur Internet. Donc là, c'est plus pour voilà, vous aider à trouver les différentes ressources. Donc ça, c'est le premier point. Et puis les quelques actus nationales que je voulais vous présenter. Première actu, il y a le lien que je vous ai mis, il est directement cliquable. Il y a donc un programme co-développé entre l'INSEE et la DGESCO notamment euh, pour développer la culture statistique des élèves. C'est traduit par un premier webinaire qui a eu lieu mi-octobre sur ce qu'on appelle à l'INSEE la fabrique des statistiques. Donc comment ça marche, c'est quoi une enquête, c'est quoi un fichier administratif, comment tout ça, ça se construit. Voilà. Et donc il y aura des masterclass à venir pour d'autres sujets. Et donc tout ça, c'est inscrit dans le parcours de formation continue de l'ensemble des professeurs de collège et lycée de manière interdisciplinaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est monté au niveau national. Et une dernière actu que dont je voulais vous faire part, c'est que on a nous à l'INSEE des livraisons de supports que nous on peut réutiliser directement en région, possiblement en intervention directe dans les classes à la demande. Et donc c'est le cas là d'un module qui vient nous arriver sur le bon usage des statistiques. Alors c'est adapté là pour le coup à la thématique de l'emploi, mais qui aide à développer certains bons réflexes pour bien utiliser une statistique pour les élèves. Donc là, c'est des ateliers directement en classe pour choisir un indicateur adapté, choisir le bon mode de représentation, quelques pièges qu'il faut savoir dans lesquels il faut savoir pas tomber, voilà, avec des petits exercices et des corrigés, donc possiblement à déployer en test, en tout cas possible à la demande. Voilà. Donc en termes d'actu qui peuvent vous intéresser. Voilà, j'en ai fini pour la petite actu INSEE. On va arrêter le partage et on va laisser la parole aux échanges. Bon, mais je veux profiter de ce petit temps de réflexion de la part des enseignants. Donc, Kevin Lagone, IPR de SES dans l'Académie de Montpellier. Je vous prie d'arriver, mon arrivée un peu tardive, mais je suis ravi de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je tenais à remercier Katia Le Gauziou et Catherine Bruet, ma Bérénice Coste, pour la mise en place de ces webinaires. C'est le début de notre partenariat au niveau de la région Occitanie et je suis sûre que ça permettra de mettre en œuvre d'autres actions. Je tenais peut-être à préciser pour les enseignants de SES qui sont majoritaires aujourd'hui que le webinaire qui vient d'être annoncé pour le mois de mars sur le maillage territorial, nous l'avons aussi trouvé particulièrement intéressant au regard du chapitre de terminale sur la stratification et les inégalités qui peuvent être liées au lieu de résidence. Donc même si après, a priori, on peut se demander si la thématique est bien dans le cœur de nos programmes, est liée. Et je suis ravi aussi qu'on puisse profiter de toutes ces ressources de l'INSEE pour apporter des illustrations aux élèves sur ces questions-là. J'espère que les enseignants ont eu le temps de réfléchir à leurs questions pour que je ne monopolise pas la parole. Je leur laisse la parole. Je vais en prendre une dans le chat. Donc une remarque qui a été faite dans le chat par rapport à l'enquête donc effectuée par l'INSEE qui sur le partage dont un des graphes était tiré sur le partage des stats domestiques. C'est une enquête qui s'appelle Emploi du temps, qui est une enquête faite par des enquêteurs de l'INSEE directement chez les ménages et donc qui est assez lourde à réaliser, donc en face à face sur des échantillons et où on va effectivement
concrètement demander, au-delà d'un questionnaire standard, concrètement demander aux personnes ce qu'ils font de leur journée en remplissant des petits carnets, etc., par plage de 20 minutes. Ça c'est assez détaillé. Donc, on a une vision assez riche, en fait, de l'organisation, finalement, de la vie quotidienne. Et donc, je vais faire un petit rectificatif par rapport à ce qui est mis, c'est la collecte de l'enquête emploi du temps qui démarre là bientôt. Voilà, donc entre la collecte qui va durer pas loin de 6 mois et l'exploitation des résultats, il faut bien compter au moins 18 mois. Voilà, le temps que donc c'est plus de la sortie de résultats en 2027 qu'en 2026. Juste si je peux compléter, effectivement, elle a été lancée en octobre 2025, l'enquête, donc sur le terrain. Donc voilà, les résultats fin 2026, voire 2027, c'est ce qu'ils expliquent. Et donc c'est une enquête qui a lieu tous les 10 ans. Donc voilà, là, ça sera une mise à jour importante de ces chiffres que vous pourrez reprendre dans quelques années. Une question, Laurence Guillen, professeure Vous de avez l'IRS aussi. Merci pour cette présentation, c'est très clair. Ma question, elle concerne les jeunes générations. On essaie souvent de distinguer un peu voilà, ce qui se passait auparavant et peut-être des nouveaux comportements sur les nouvelles générations en termes d'accès à l'emploi, de répartition des tâches, etc. Est-ce que vous avez des enquêtes qui ciblent un peu le comportement de génération, par exemple trentenaire? Est-ce qu'il y a vraiment des modifications substantielles? Voilà, un peu d'espoir pour nos élèves. Alors, sur est-ce qu'on a des enquêtes euh, ce qu'on arrive à faire, en tout cas au niveau des statistiques qu'on produit à l'INSEE issues d'enquêtes, c'est des enquêtes une fois de temps en temps sur une thématique donnée. Donc, il y a certaines enquêtes qui sont légères, qu'on fait souvent, et d'autres qui sont lourdes, comme l'enquête d'emploi du temps, par exemple, dont on a parlé. Donc, on peut avoir une photo à un moment donné, et cette photo-là, on peut la voir pour les par tranche d'âge, quoi. Voilà, pour les jeunes, pour les personnes en milieu de vie active, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. En revanche, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'avoir ce que nous on appelle des suivis de cohorte ou des parcours sur les mêmes personnes sur un temps donné. Et donc ça, c'est quelque chose de très lourd. Qui est très très encadré au niveau de la statistique publique, donc c'est pas forcément des choses qu'on peut faire. Il y a quelques exceptions, notamment, je pense à un dispositif qu'on appelle échantillon démographique permanent, qui sont des individus qui sont tirés au sort à leur naissance, il faut le savoir, et dont on suit une majorité des grands événements de la vie, les naissances, les mariages, les décès, l'emploi, etc. Mais ça reste, on essaye d'alléger, de pas embêter les citoyens trop souvent, et donc c'est plutôt de l'agrégation de données administratives que des enquêtes. Donc le besoin là de savoir si ça évolue beaucoup, etc. On peut le mesurer, mais c'est du temps long. Ce qu'on voit hein, au niveau par exemple, de la parité, des inégalités hommes-femmes et autres, c'est que ça se réduit quand même. Donc, c'est ce que Bérénice a dit tout à l'heure, au cours du temps, les inégalités de salaire au niveau du secteur privé, elles se réduisent, elles se sont beaucoup réduites, même si c'est pas de manière uniforme selon les territoires français. Mais globalement, ça se réduit. Après, ce qu'on voit, et c'est tout le sens que prennent les actions en lycée, en fait, c'est que les choix d'orientation à un âge finalement très jeune, donc fin de collège, début de lycée, ils sont vraiment déterminants pour la suite. Et donc le moment où on va choisir, entre autres, ces options pour le bac, par exemple, il va plus ou moins fermer la porte à certaines spécialités d'enseignement supérieur après, va vraiment être déterminant sur les niveaux de salaire, notamment le fait d'être cadre, d'être pas cadre, etc., au-delà des performances, entre guillemets, des élèves. Et donc, tous les dispositifs du type, je pense au cordée de la réussite, enfin, voilà, des choses comme ça, c'est vraiment aller contre un modèle de société aujourd'hui pour dire, ben voilà, ça fonctionne, voilà des parcours qui fonctionnent, qui réussissent. Et donc, ça passe par des actions comme ça pour aller un petit peu au-delà des représentations un peu classiques, traditionnelles, familiales, qui restent quand même encore assez ancrées en France. Voilà. J'élargis un peu par rapport à votre question, mais ça me semble important. Merci. En tout cas, on sera preneur peut-être a posteriori, enfin, on va attendre de faire 2, 3 conférences de ce type-là, si vous avez des retours, d'un petit bilan, en tout cas, voir si ça vous est utile.
s'il y a des choses complémentaires qu'on peut faire ou qu'on peut mettre à disposition qui vous sont plus opérationnelles ou plus faciles de réutilisation. Ça, ce type de réflexion-là, nous, du côté de l'INSEE, on est preneurs. Voilà. Il y a une question dans le chat. Sinon, je voudrais savoir quelles données vous sembleraient pertinentes pour illustrer l'articulation des rapports de classe et rapports de genre. Alors, il va falloir que vous me détailliez votre question oralement. C'est large. Si c'est possible, Madame Prévost. Ah, vous n'avez pas de micro. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous entendez par rapport de classe. C'est pour ça que voilà. Je peux peut-être tenter une explication. Je pense que ça fait référence au chapitre de terminale sur justement la stratification sociale, où on évoque la multiplicité des facteurs de stratification, notamment, alors ça peut être considéré sous l'angle des rapports de classe, mais aussi tout simplement de la position socio-économique, et quelle articulation on fait entre ces deux dimensions, le genre et la position socio-économique de la vie. Du coup, peut-être si je peux répondre, moi je vous conseillerais deux supports de l'INSEE. Donc, tout d'abord, il y a le France Portrait Social là, qui est sorti récemment, donc les données de 2025, sur lesquelles on va trouver beaucoup de choses, notamment sur, par rapport à la variable sexe, hein, donc hommes et femmes. Euh, et ensuite, donc, sur le site de l'INSEE, vous avez aussi beaucoup d'éléments chiffrés sur les inégalités, donc au niveau national, comme je disais, au niveau régional. Donc ça, il ne faut pas hésiter sur le site de l'INSEE. Il y a notamment un article de blog qui a beaucoup illustré les différences entre les hommes et les femmes. Et peut-être rapport de classe, peut-être que vous faites aussi mention à la mobilité intergénérationnelle, peut-être, hein, je ne sais pas. Il me semble que vous avez ça au programme. Et donc, je sais qu'il y a les éléments chiffrés entre la catégorie socio-professionnelle des parents et celle des enfants. Donc là, c'est dans le portrait social des données 2025 que vous trouverez beaucoup d'éléments en tout cas sur la mobilité intergénérationnelle. Oui, on parle aussi la manière dont ce type de problématique est repris dans les médias, etc. On parle souvent d'ascenseur social. Voilà, en fonction de la situation socio-économique des parents. Et donc ça, il y a de la bibliographie dessus. Peut-être qu'on pourra enrichir avant de vous envoyer le diaporama. Il y a une dernière diapo qu'on n'a pas mis là, mais en tout cas où il y a toutes les références bibliographiques. Donc ça, on va pouvoir compléter. Voilà. Moi, je vous ferai une publicité utile aussi, et pour le coup, c'est pas des données INSEE, donc voilà. Le service statistique ministériel donc du ministère de l'Éducation nationale, donc l'ADEP, dont on a tiré beaucoup de chiffres dans notre présentation, hein, a assez régulièrement notamment des publications justement sur les réussites des élèves par rapport à l'indice de position sociale des établissements en fonction donc de la configuration des familles, enfin voilà, des familles des élèves. Et donc ça, il y a de la bibliographie aussi dessus. C'est des notes qui sont généralement assez courtes, avec des fichiers de données en téléchargement associés un peu sur le même modèle que celle de l'INSEE, et qui sont assez rapides en fait à prendre en main. Et donc le site de l'ADEP, je vous le recommande pour le coup. C'est vrai que je vous ai pas, quand je vous ai fait la présentation, je vous ai pas à chaque fois, sur chaque graphique, expliqué d'où venaient les données, mais vous l'aurez quand vous aurez le support. Et effectivement, donc il y a des données hein, qu'on a repris qui sont des données INSEE. Et donc il y a d'autres données qui appartiennent à d'autres services statistiques donc, de certains ministères, notamment l'ADEP, mais aussi le ministère de l'Intérieur sur les violences conjugales. Donc vous aurez tout dans le support de présentation. Vous aurez la source à chaque fois qu'on cite, enfin qu'on vous met un diagramme ou une carte. Et je tiens à souligner que le nouveau site de l'INSEE qui reprend la nouvelle nomenclature des PCS est particulièrement bien fait et particulièrement efficace pour pouvoir extraire des données utilisables en cours et pour travailler avec les élèves. Donc, à Montpellier, on reviendra là-dessus en formation au mois de janvier, mais c'est vrai qu'il est fantastique. Vous avez bien construit, Nous n'avons aucun crédit là-dedans, donc je vous confirme ça.
Tout à fait. On arrive on a alors bonjour, je vois. Est-il possible de diffuser votre diaporama au niveau académique en test? Alors sur tout ce qu'on a prévu là, sur l'ensemble des webinaires que l'on fait, on vous enverra les supports d'une part. C'est enregistré, donc il y aura un replay qui est mis à disposition. Au-delà du fait de l'envoyer, vos deux inspectrices pédagogiques régionales vont les mettre après sur des plateformes qui vous sont facilement accessibles. Je ne les connais pas parce que ce pas forcément les mêmes en plus d'une académie sur l'autre, mais en tout cas, oui, ce sera accessible. Et dans tout ce qu'on vous envoie, il n'y a rien de non diffusable. Donc après, vous pouvez rediffuser sans problème, hein, voilà, et réutiliser et autres. On arrive en fin de webinaire. Est-ce que quelqu'un a un regret sur une question avant que je vous fasse la publicité pour les prochains? C'est bon. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas pour les prochains, donc on va passer à peu près un mois, un petit peu plus d'un mois avant la confirmation, en tout cas, de la tenue des webinaires, leurs dates, les dates, les sujets. N'hésitez pas à faire circuler autour de vous. Certains webinaires, d'ailleurs, seront ouverts au-delà des sciences économiques et sociales. En fait, ça dépend des sujets qui sont traités. Et donc, n'hésitez pas à faire circuler autour de vous. Au contraire, le plus utile c'est, le mieux c'est. Voilà. Je vous remercie tous et je vous dis à bientôt.